Face au rouleau compresseur américain qui domine déjà les infrastructures de l'intelligence artificielle, la France et l'Europe peuvent-elles encore tirer leur épingle du jeu? Un vaste débat animé par Philippe Mabille, directeur éditorial, et Sylvain Roland, rédacteur en chef tech de La Tribune. Bonjour à tous, bonjour au public, merci d'être avec nous. Vous avez peut-être reconnu Napoléon sur l'avatar IA qui présente la table ronde. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc, dès juillet 2024, un an et demi à peine après l'éruption de ChatGPT, l'autorité de la concurrence française a commis un rapport. Et dans ce rapport, elle disait que les Américains avaient déjà acquis un avantage immense dans l'IA générative. Et donc, elle a mis en garde contre les risques très sérieux, selon elle, qu'ils verrouillent la concurrence, comme ils l'ont déjà fait dans le reste des marchés numériques. Donc, l'Europe est-elle condamnée à subir, encore une fois, la domination américaine dans l'IA ? Quelles sont ses marges de manœuvre pour trouver sa place et ne pas décrocher? On va en parler donc avec nos 4 invités. Arnaud Amabile, donc bonjour, vous êtes rapporteur général du Conseil général de l'économie, conseiller pour le sommet IA et membre du comité interministériel sur l'IA. Bonjour. Bonjour. Loza Bougema, bonjour. Vous êtes coprésidente du groupe Expert IA de l'OCDE, membre du comité interministériel sur l'IA, vice-présidente AI Innovation and Trust de Decathlon, entre autres, et également chercheuse aussi. Laurent Soli, bonjour aussi. Vous êtes vice-président Europe du Sud de Meta. Bonjour. Et Gianmarco Montellato, président de Deloitte France et Afrique francophone. Bonjour. Alors, pour commencer ce débat, c'est une question générale que vous aurez tous des réponses à apporter. Quelles sont aujourd'hui les grandes faiblesses de l'Europe dans l'IA auxquelles il faut remédier au plus vite? J'ai envie de commencer par vous, Noza Bougema. Vous avez théorisé ça, notamment dans vos différents groupes de travail. Donc voilà, quelles sont pour vous les principales faiblesses de l'Europe? Et comment, voilà. Oui, écoutez, aujourd'hui, la France et l'Europe rencontrent des difficultés, comme vous l'avez dit. Je pense effectivement à 3 pain points, en fait. D'abord, la capacité de prise de risque dans l'investissement. Je dirais que en dehors du monde anglo-saxon et donc en dehors des États-Unis, UK et un peu le Middle East, en France et en Europe, quand on a une bonne idée, le ticket d'entrée, c'est voilà 5 millions pour voir. C'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Dans le monde anglo-saxon, pour voir, c'est 50 millions et plus. Vraiment, le ticket d'entrée est déjà... Enfin, c'est des rapports d'échelle vraiment très importants. Je ne sais pas si c'est... on n'a pas de big tech, en fait, en France et en Europe de manière générale. Je ne sais pas si c'est une question de modèle business ou pas, mais en tout cas, il y a un sérieux problème de prise de risque dans l'investissement dans l'innovation. Il y a également les capacités de calcul. La plupart, je dirais majoritairement, sont des capacités américaines. Ce n'est pas un problème français, mais c'est européen de manière générale. À part, je dois citer quand même et reconnaître les initiatives de Scaleway qui démarrent et qui se développent bien, mais aussi il y a notre retailer européen Lidl qui a commencé pour avoir son propre cloud et ses propres capacités de calcul et pour ses besoins propres, et maintenant ça a pris le chemin un peu d'Amazon pour vendre ses services. Donc je dirais, il y a quelques initiatives balbutiantes dans ce domaine-là, mais surtout avec les élections récentes outre-Atlantique, avec donc maintenant pas tout à fait très autant comme perspective et pas très Europe aussi comme perspective. Je pense que ça devient une question urgente de développer les capacités de calcul à l'échelle de l'Europe. C'est vraiment extrêmement important. Maintenant, il y a une autre dimension qui est celle, bien sûr, de la régulation de l'IA. Moi, je pense que, il y a une dichotomie, une sorte de polarité pour ou contre, je pense qu'il y a une troisième voie, très certainement adoptée, dans la mesure où aujourd'hui, la manière où s'annonce cette réglementation, il y a un overhead administratif qui est très important, qui permet, qui fait cette, pas seulement perception, mais que cette réglementation est une contrainte plus qu'autre chose, mais je pense qu'une troisième voie est possible, et j'en parlerai tout à l'heure, dans la mesure où c'est vraiment bénéfique pour le business,
pour éviter des risques réputationnels et des risques business, mais on en parlera plus tard. Mais merci, oui, tout à fait. Merci d'avoir posé le cadre. On va continuer le tour de table avec vous, Arnaud Amabile, puisque vous travaillez sur ce sommet IA. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, ça reste un peu flou, donc vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus sur ce qu'il faut attendre de ce sommet des 10 et 11 février que la France va organiser. C'est un sommet mondial. Mais effectivement, à la lumière de ce que Sylvain disait, c'est-à-dire, est-ce que c'est aussi une opportunité pour nous, la France et l'Europe, de réfléchir à ce qui est identifié dans le rapport Draghi notamment, ce décrochage auquel nous sommes confrontés. Est-ce que si on l'avait également dans l'IA, ça ne serait pas seulement un décrochage, ça serait un déclin? Et donc comment, par rapport à ce qui a été très bien développé jusqu'ici, trouver les moyens du sursaut? Merci. Alors, moi, je suis un peu le technocrate de la bande ici, donc je vais essayer de donner quelques chiffres. Je pense que la France et l'Europe, on a deux problèmes. Un problème interne et un problème externe, d'une certaine manière. Le problème interne, il a déjà été donné, c'est la question de l'investissement. Et quand vous regardez les chiffres, la France, l'Europe, on a à peu près le même pourcentage d'emplois qui sont liés à l'IA. Dans notre économie, c'est 1,3%, alors que dans l'Europe, c'est 1,6%. Par contre, quand vous regardez l'investissement, pour vous donner quand même les chiffres, hein, entre 2021 et 2024, l'Europe, elle a toujours investi, ou reçu en investissement plutôt, 5 à 8 fois moins que les États-Unis dans le secteur de l'intelligence artificielle. Alors que notre économie, elle est plutôt 1,5 fois inférieure. Donc il y a un écart qui est vraiment très important et qui est plutôt dû, non pas à l'amorçage, mais vraiment à la croissance, pour le coup, des entreprises, et qui, Xavier Niel, je crois, le disait assez bien, est à la fois un problème d'offre et un problème de demande. C'est-à-dire que le marché de l'investissement, il est mondial. Donc la question, elle n'est pas uniquement pourquoi est-ce que les Européens n'investissent pas plus en Europe, mais aussi pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de demande et d'attractivité de la part des entreprises européennes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que quand vous demandez à des investisseurs américains, par exemple, ce qu'ils pensent de l'écosystème européen ou français, ils disent tous « Ah, c'est très intéressant, French guys, vous avez l'air vraiment plutôt intelligent, mais on n'est pas sûr que vous ayez des ambitions globales. Et donc, on n'est pas sûr que vous méritiez la même valorisation que les mêmes personnes qui ont d'ailleurs dedans les mêmes ingénieurs français qui ont été formés dans les mêmes écoles, globalement. Et donc, on n'est pas sûr que vous ayez le droit à la même valorisation. Donc, il y a une vraie question pour nous d'arriver à avoir une crédibilité et un enthousiasme, d'une certaine manière. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le rapport de la commission IA, sur laquelle Noja siégeait aussi, avait mis comme première recommandation une appropriation et un enthousiasme un peu collectif autour de l'intelligence artificielle. Parce que cette question d'investissement, ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question d'arriver à avoir des entreprises qui se créent. Et puis le problème externe, je crois qu'il a été un peu soulevé déjà, c'est la question de la compétition et de la concurrence. Quand vous regardez l'histoire des technologies numériques, à chaque changement de plateforme, on a eu un changement de concurrence. C'est-à-dire que IBM a été le grand dominant à un moment, puis Microsoft, puis Apple et Facebook, selon les différentes technologies que vous regardez. La crainte aujourd'hui de tout le monde, c'est que ce changement de plateforme ne soit pas amené avec une remise en jeu de la concurrence. Et donc, ça fait craindre le fait que, parce que c'est très incertain, parce que les business models ne sont pas encore très clairs, parce qu'il y a une commoditisation un peu de la technologie, hein, parce que tout le monde est surpris de voir à quel point est-ce que des modèles arrivent au niveau de ce que c'est faire OpenAI. Quand même, c'est assez impressionnant. Et donc, à la fin, tout le monde se dit, les seuls qui vont gagner sont ceux qui font les pioches. Est-ce que la bataille, elle n'est pas un peu déjà perdue? On disait tout à l'heure que OpenAI avec ChatGPT, c'est déjà une marque mondiale. Ils sont en train de mettre des investissements avec Microsoft qui sont colossaux. Probablement pas à la hauteur, en tout cas, de ce que la France pourrait faire. Peut-être l'Europe, on ne sait pas. On parlait de Mistral, mais Mistral, c'est très bien. Ils sont d'ailleurs sur une stratégie plus sobre. Ils disent, nous, on ne va pas chercher à faire des modèles gigantesques. On va essayer plutôt de faire des choses plus du sur-mesure. Donc, est-ce qu'on ne risque pas tout simplement, ou est-ce qu'on n'a pas déjà perdu la bataille? Et du coup, on est déjà condamné à essayer de trouver des moyens simplement de survivre, de surnager. Je pense que là-dessus, l'histoire est un bon exemple, un bon guide. Si vous regardez l'histoire du chemin de fer de la fin du 19e siècle aux États-Unis, vous avez des fortunes incroyables de gens qui deviennent extrêmement riches et qui dominent absolument tous, et notamment Andrew Carnegie. Aujourd'hui, plus personne ne vous dirait que la bataille du rail a été perdue et que Andrew Carnegie est le seul à maîtriser cette industrie. Donc l'histoire des technologies, l'histoire est longue. Donc on peut avoir perdu une bataille peut-être, on a probablement perdu la bataille du cloud. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Et même si on est en retard aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder. Au moment où ChatGPT est sorti, je pense que personne n'aurait prédit le moment où nous sommes aujourd'hui, dans lequel vous avez des dizaines, peut-être des centaines de modèles qui sont à 6 mois derrière OpenAI. Donc oui, OpenAI est la plus grande marque, c'est l'entreprise la plus valorisée, mais en termes de lead, et ils ont un lead technologique important, néanmoins, ils n'ont pas un lead qui est absolument insurmontable. Donc je pense que l'optimisme, il est encore de rigueur.
Alors, du coup, c'est quoi les marges de manœuvre aussi pour justement débloquer la situation en Europe? Peut-être Gianmarco Manzellato, vous déplorez vraiment l'absence de marché unique, notamment d'union fiscale aussi, pour un petit peu créer une émulation commune, quoi. Oui, parce qu'en fait, l'IA, au-delà des perspectives technologiques qu'elle ouvre, c'est surtout la cristallisation de la 4e révolution industrielle, qui est celle de l'Internet, des choses, du numérique. Et là, on accélère. Et il y a un changement. De la même façon que la bataille du rail américaine a forcé la France à l'époque à unir le territoire sous Napoléon III, de la même façon, la révolution de l'IA doit forcer l'Europe à finir son intégration économique. Parce que là, il y a un effet de taille énorme où un pays tout seul ne peut pas lutter. Si vous voulez, les 2 tiers, presque les 2 tiers des startups sur l'IA sont aux États-Unis. En Chine, c'est, je regarde mes chiffres, 17%, en Europe, 9%. Or, ces startups, on sait que c'est elles qui vont être l'innovation de demain. L'écart de croissance entre les États-Unis et l'Europe devient absolument gigantesque et la R&D, les États-Unis investissent de manière générale en R&D 5 fois plus que l'Europe. Le problème de l'Europe, c'est que l'Europe n'existe pas complètement sur le plan économique. On a certes un marché unique, on a certes une devise unique, mais c'est tout. Et pourquoi les Américains ont beaucoup plus d'investissements? Parce qu'ils ont un marché de capitaux unique, avec un budget, en tout cas fédéral, unique, et une fiscalité fédérale unique, ce qui permet de limiter la compétition interne et d'avoir des investissements qui vont à la taille très rapidement. En Europe, sur le plan budgétaire et fiscal, on reste fragmenté. Chacun va de ce côté. La France se compare aux États-Unis, l'Allemagne se compare à la Chine. On ne peut pas gagner ce match. C'est impossible. Donc l'IA met l'Europe face à une responsabilité historique de finir son intégration économique. On a le marché, on a la devise. Il est temps d'avoir un budget à tout le moins fédéral. Parce que sur la bataille du l'IA, sur la bataille de la technologie, les petits perdront définitivement. Et donc c'est vraiment, le rapport Draghi l'analyse d'ailleurs très bien. Mario Draghi appelle l'Europe à être ambitieuse, à s'intégrer économiquement. On ne parle pas d'intégration politique, on ne parle pas d'abolir l'Europe des peuples. On dit juste que sur ces sujets économiques qui sont fondamentaux, soit on le fait ensemble, tous les pays européens, ou un minimum une dizaine de pays européens qui vont ensemble aux coopérations renforcées, et on pourra jouer dans la compétition avec nos amis américains et nos amis chinois, soit on n'y va pas, et là pour le coup la bataille elle est perdue, parce qu'aussi brillants soient les ingénieurs français, la tâche jouera contre eux à chaque fois. Juste un chiffre, hein. L'IA, ça dépend complètement des cartes graphiques. Donc Nvidia, c'est l'entreprise aujourd'hui qui domine. La valorisation boursière d'Nvidia, elle toute seule, est supérieure à la somme des valorisations boursières du CAC 40. Juste pour connaître c'est une boîte systémique aujourd'hui. Donc l'Europe doit s'intégrer rapidement économiquement, et là elle peut être compétitive parce qu'elle a des talents, on y reviendra. Sinon, la fragmentation est vouée à l'échec. C'est pas vraiment le chemin qu'on prend par contre. Alors on a la chance d'avoir un représentant de Big Tech américaine avec un des Français de Meta, Facebook, Instagram, Laurent Soli. Bonjour Laurent, merci d'être venu à Marseille pour nous parler un petit peu là, de cette compétition, parce que effectivement on l'a dit, les Big Tech, les GAFA comme on les appelle et autres, les Américains dominent, mais en même temps vous êtes Français, vous avez investi, Facebook et à des laboratoires en France et en Europe. Comment est-ce que vous voyez cet enjeu de la compétition aujourd'hui? Quels sont les freins en fait, qui empêchent l'Europe, d'après vous, peut-être de rattraper son retard? Et est-ce que les éléments de la régulation qui sont mis en place en Europe, souvent on dit, voilà, les États-Unis, et peut-être ça va s'accélérer avec Trump, dérégule et donc crée les conditions d'un développement plus innovant. Nous, est-ce qu'on n'avance pas avec des boulets aux pieds? Oui. Comme vous l'avez dit, comme Neyla l'a dit précédemment, Meta a beaucoup investi en Europe, et notamment en France. Il y a plus de 10 ans, on a créé l'un de nos plus grands laboratoires d'intelligence artificielle à l'époque où personne n'en parlait, ici même sur le territoire français. C'est-à-dire qu'il y a en Europe des talents, incontestablement, qu'on forme parmi les meilleurs chercheurs et ingénieurs en Europe, c'est acquis, et qu'il y a aussi en Europe un marché et la 3e économie du monde, et 450 millions de consommateurs. Donc c'est un grand marché, il y a un très grand potentiel. Mais comme cela vient d'être dit, et comme le dit très très bien le rapport Draghi, il y a aujourd'hui un écart extrêmement net entre les États-Unis et l'Europe, et cet écart grandit chaque semaine et chaque mois. Draghi lui-même dit, et il n'est pas américain, il dit que c'est pour l'Europe et l'Union européenne un enjeu existentiel. Et il y a 2 jours,
le président français, et Mario Draghi lui-même étaient au Collège de France, il n'y a pas 30 ans, il y a 2 jours, et ils ont dit eux-mêmes, l'Europe n'innove pas assez, régule trop, et le risque, c'est dans 2 ou 3 ans, elle soit sortie du marché. Une entreprise américaine, mondiale, qui est Meta, reconnaît absolument la nécessité, pour répondre à votre question, de la régulation. Il ne s'agit pas, et le débat est juste, de dire pour ou contre, pas du tout. Il faut que les choses soient régulées, il faut qu'il y ait une règle, pas de problème. Ça a des conséquences concrètes, par exemple, sur mais la ce que vous êtes en train de faire avec les lunettes. Oui, bien sûr, mais la difficulté, aujourd'hui en Europe, c'est que cette régulation est imprévisible, fragmentée et incohérente. Et que la promesse, notamment du RGPD il y a quelques années, d'avoir un texte qui harmonisait les textes européens, unique en Europe, avec, si possible, un juge et un régulateur unique, cette promesse n'a pas été tenue. C'est une difficulté pour toutes les entreprises qui œuvrent en Europe. Et au fond, les grandes entreprises ont les équipes pour gérer ça. Mais pour le système, le tissu économique européen, c'est une barrière considérable. Il faut une harmonisation des règles. Il faut des règles qui permettent l'innovation, qui soient claires et, comme l'a dit Xavier Niel il y a quelques minutes, qui soient stables. Et ça, c'est une priorité. C'est là où les pouvoirs publics peuvent et doivent intervenir parce que c'est un cadre indispensable. Mais nous ne l'avons pas encore en Europe. Conséquences concrètes, vous lancez des lunettes connectées avec de l'intelligence artificielle dans le monde entier, sauf en Europe. Est-ce que ça va se faire quand même? En fait, quand on dit « sont pas lancés », c'est la partie de l'interface intelligence artificielle embarquée qui ne peut pas être déployée, c'est ça? Oui, peut-être avant pour que ça soit clair pour chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous ne savons pas comment utiliser les données publiques pour entraîner nos modèles avec les données européennes. Parce que simplement, les régulateurs européens, d'ailleurs, Draghi dit quelque chose d'assez étonnant dans son rapport, il dit qu'autour du numérique et du digital, de la tech européenne, il y a plus de 100 textes, et tenez-vous bien, 270 régulateurs en Europe. Ce n'est pas un Américain qui le dit, c'est un Européen. Aujourd'hui, alors nous ne savons pas comment utiliser les données publiques pour entraîner nos modèles. Les modèles dont parlait Naila, avec des données européennes qui sont nécessaires pour justement que les modèles d'IA reflètent la culture européenne, la data européenne. Nous ne savons pas comment les utiliser, mais pas uniquement Meta, toutes les entreprises européennes. Donc, conséquence, qu'est-ce qui se passe concrètement? Notamment nos derniers modèles Llama, les modèles à venir multimodaux ne peuvent pas être déployés en Europe. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les meilleures technologies pour Meta et d'autres entreprises ne sont pas disponibles en Europe. L'écosystème de développeurs européens ne peut pas les utiliser. Les entreprises européennes ne peuvent pas utiliser les modèles, pas uniquement de Meta, mais parlons de Meta, les plus puissants, les plus modernes, pour alors produire les meilleurs services et les meilleurs produits pour les Européens, mais pour le monde entier. Et donc un gap se forme entre des territoires asiatiques, américains, qui eux continuent à avancer, là où nous ne pouvons pas utiliser les plus grandes technologies, alors que même on nous demande, à juste titre, d'utiliser aussi les datas européennes pour que nos modèles reflètent la data européenne, pour éviter les bugs, pour éviter des biais de comportement, etc. C'est ça concrètement ce qui bloque. Donc oui, en effet, il y a des modèles que nous ne pouvons pas déployer en Europe. Nous ne sommes pas la seule entreprise à le faire. Et c'est là concrètement où nous perdons du retard. Car, je vous donne juste un chiffre optimiste, le plus grand nombre de développeurs en open source est en Europe. Et qu'il y a un tissu extrêmement dynamique. Et quand vous parlez avec toutes les startups en France et en Europe, elles réclament ces modèles et ne comprennent pas, ou comprennent hélas trop bien, pourquoi cela bloque. Donc voilà le genre d'obstacles qu'il faut impérativement, urgemment résoudre. Sinon, tous les discours resteront des discours. Alors justement, là, vous pointez du doigt le manque de cohérence entre les différentes régulations, l'articulation entre le RGPD, l'AIA, etc. Mais vous dites que ça nous paralyse, mais ça n'empêche pas forcément les entreprises européennes aussi de saisir les opportunités de chaque texte pour aussi avancer. Par exemple, Noza Boujma, vous avez travaillé sur les normes à l'OCDE. Vous pensez notamment que l'AIA Act est une opportunité. Donc, est-ce que vous pouvez développer ce côté-là pour apporter un contrepoint justement aux propos de Laurent Soli? Écoutez, moi j'ai travaillé au départ dans le groupe d'experts de la Commission européenne sur les principes de l'IA de confiance, qui n'est pas une défiance pour les développeurs de services IA. Moi-même, je pilote un groupe de R&D de multi-agentic system, donc d'IA générative, pour le e-commerce, multimodaux. Donc,
nous ne sommes pas une ONG, je suis pour l'innovation, ce que je constate, c'est un décalage entre les finalités initiales et la manière dont cette réglementation s'apprête à être appliquée, qui est certainement complexe, en fait. Et c'est là où je continue à solliciter les collègues de l'Europe pour dire ne perdez pas, en fait, le purpose, enfin, ne perdez pas les intentions de vue, et on va se perdre pour couper les cheveux en quatre et générer une documentation pour garantir une transparence, ce qui n'est pas le cas. Hein. Donc, documenter ne garantira pas la transparence. Donc, entre je dirais, les moyens de l'application des intentions, il y a un décalage énorme. Et moi, simplement, ce que je voudrais rappeler, surtout avec l'IA générative, avec de grandes... Enfin, je vais citer Spider-Man, parce que je n'ai pas trouvé la référence ailleurs, c'est avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et c'est le cas de l'IA générative, d'accord ? Donc l'idée, c'est pas de l'exposer sans contrôlabilité. En fait, c'est ça l'aspect confiance, c'est pas contraindre l'innovation. Nous, si on expose justement un système multi-agent avec les consommateurs, l'idée, c'est de garantir une neutralité, l'idée, c'est de garantir une répétabilité, reproductibilité, même si on ne parle pas d'IA générative. Tout simplement de la disponibilité d'un produit, la prédiction de la disponibilité d'un produit, il faudrait qu'elle soit reproductible, répétable, etc. Ce n'est pas de la performance, c'est autre chose, c'est de la robustesse. En fait, c'est ça les principes sur lesquels on avait travaillé initialement, déjà à la Commission européenne, mais aussi à l'OCDE. Et je viens d'un meeting international depuis 2 jours à Paris, à l'OCDE, avec tous les représentants de gouvernements sur ces sujets-là. Il n'y a pas cette... Enfin, je comprends parfaitement et je sens tout à fait. Et d'ailleurs, c'est là qu'il y a une contradiction, parce qu'on essaie de lutter contre les biais, mais s'il n'y a pas une représentativité d'une certaine population, ben on est perdu. Enfin, on se contredit, en fait. Donc, c'est pour ça qu'une troisième voie est possible, c'est de limiter, je dirais, le pointillage, enfin, couper les cheveux en mille sur le côté process administratif, qui au final en perd vraiment les objectifs de l'IA de confiance, et ça génère pas seulement une perception, mais une réalité de frustration, une réalité de freinage, et ça, je dirais, c'est pas... Merci Noza. Gianmarco Monserrato, il y a un point important, on en a un peu parlé avec Xavier Niel, c'est est-ce que les grands groupes européens ne sont pas un peu en arrière de la main dans l'investissement dans l'IA? Et est-ce que la taille du marché, vous aviez parlé de cette fragmentation, donc comment est-ce qu'on peut prendre vraiment une dimension européenne pour donner à l'Europe finalement la possibilité de se développer en s'appuyant sur des atouts? Elle a des atouts, l'Europe, Laurent Soli l'a dit, c'est l'un des plus grands, sinon le plus grand marché en termes de bassin de consommation, du numérique et de tous ces services. Nous avons des tas de données dans des tas de secteurs, dans la santé, dans la consommation, dans la finance. On a un Eldorado de données à construire. Le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à en faire quelque chose qui crée de la valeur. Comment vous pensez qu'on pourrait changer la donne et essayer de rattraper, encore une fois, ce retard? Non, il est certain que l'Europe a beaucoup d'atouts. Maintenant, elle a besoin de faire un pas historique pour les activer sur le sujet de l'IA. Les atouts, ils ont été évoqués en partie. Hein, c'est le réservoir de talents très bien formé. Je ne sais plus si on a 17 ou 19 médailles Field en mathématiques, mais enfin, c'est un nombre très important. Donc, on forme de très bons chercheurs, mais même de manière générale. On est bien placé pour le savoir chez Deloitte. On forme de jeunes très bien formés, même si ce n'est pas des chercheurs avec la médaille Field, sur tous les sujets. Et ça, c'est un véritable... Et en France, surtout en France, mais aussi ailleurs en Europe. On a aussi le premier marché de consommation au monde, devant les États-Unis. Marché qui est divers langages, diverses cultures, donc en fait va être très riche pour l'IA pour intégrer cette diversité, si on laisse le faire. On a une capacité en software aujourd'hui qui devient compétitive. Alors sur les autoroutes de l'IA, les Américains, c'est même pas la peine de rêver, on va pas y arriver, mais sur les softwares, on a une carte à jouer. Pour y arriver néanmoins, il y a un passage pour lequel plaide Mario Draghi, mais qui n'est pas simple, c'est de penser différemment à la souveraineté au sein de l'Europe. Je prends juste un exemple. Lors de l'élection de M. Donald Trump, les médias français se sont gaussés que c'était les États les plus pauvres américains qui avaient fait élire Trump. D'accord. La France, en PIB par habitant, c'est l'Arkansas, 48e État le plus pauvre des États-Unis.
L'Italie, mon pays de naissance, et le Mississippi, État le plus pauvre des États-Unis. Donc, si on joue à ce petit jeu-là, aucun pays européen ne peut se rivaliser avec les États-Unis. Donc, il faut qu'on pense la souveraineté différemment, qu'on délègue la souveraineté sur ces sujets économiques fondamentaux à l'Union européenne. Il n'y a plus nos amis anglais, mais enfin bon, à l'Union européenne, et en faisant des paris, quelques paris pour atteindre la taille, paris de l'éducation. Il faut qu'on construise, comme l'ont fait les Américains, des grandes universités européennes avec des grands pôles où on booste la recherche et on arrête de se faire concurrence. Paris des capitaux, on arrête de se faire concurrence entre nous, on prend des paris fondamentaux et penser la souveraineté comme une souveraineté d'alliance. Je reviens, ce n'est pas le régulateur français qui va faire la loi, ce n'est pas le régulateur allemand, parce que la réglementation est un atout si elle est au niveau européen. Si elle est au niveau de chacun des pays où chaque pays traduit différemment la réglementation, c'est un cauchemar. Donc pensons à la souveraineté de manière partagée, et pour paraphraser ce que dit Mario Draghi, c'est un impératif, parce que si on rate ce train-là, l'Europe deviendra un musée de vacances pour nos amis américains et chinois, elle ne sera plus dans l'histoire économique. Il n'y a pas de fatalité. Mario Draghi appelle à une vraie Union européenne. Faisons-la, parce que l'âge du numérique sera l'âge des continents, pas l'âge des petits pays. C'est une réaction du coup, Arnaud Amabile aussi, sur, parce que là on parle de long terme aussi, et peut-être à court terme aussi, il y a aussi un moyen de dynamiser l'écosystème de l'IA européenne, aussi en misant sur nos forces, ce que les Américains ne font pas. Est-ce que vous pouvez développer un peu tous les deux, parce que notamment l'open source, ce serait aussi peut-être une solution pour ça? Ouais. Oui, merci. Alors, je suis d'accord avec le constat. Moi, j'aime pas ce ton catastrophique. Je pense qu'il faut arrêter. Je trouve pas que ce soit très mobilisateur pour l'Europe de dire on est en train de perdre l'histoire, on va sortir de l'histoire, c'est la fin du monde. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec notre retard. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mario Draghi sur le décrochage européen. Mais je pense qu'il faut faire attention à pas désespérer non plus l'ensemble de l'Europe en disant attention, devant nous il y a une falaise et on tombe et ensuite plus personne ne se relèvera. Et par ailleurs, je pense que quand on parle de bataille de l'IA, il y a des batailles de l'IA. Il y en a plusieurs. Il y a la bataille pour être le continent sur lequel on a les modèles de fondation de frontières les plus avancés, qu'on sort en premier 6 mois avant les autres. Ça, je suis d'accord, on l'a perdu pour l'instant. On n'est pas très très loin, mais on est assez loin, mais il y en a plein d'autres de batailles de l'IA. Et quand on travaille sur la commission, une des questions qu'on se posait, c'est, quand on regardait l'histoire du numérique, c'est, ok, on n'a pas de big tech, mais pour moi, il y a un deuxième problème qui est presque au moins aussi important, c'est qu'on n'a pas Shopify. Vous connaissez peut-être Shopify ou pas, c'est une plateforme qui permet de faire du commerce en ligne. Shopify, c'est 140 milliards de valorisation boursière. Thales, c'est 30 milliards, Dassault Systèmes, c'est 60 milliards à peu près. Bon, Shopify, ça s'est fondé après Amazon. Donc l'existence de big tech n'empêche pas qu'au Canada, un Allemand fonde avec d'autres gens, des entreprises qui deviennent des entreprises avec énormément de valeur. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas être non plus obsédé par ce qui est la frontière, qui a des enjeux de souveraineté importants, mais qui en termes économiques n'est pas la seule chose qui compte. Et qui du coup renvoie à ce que vous venez de dire, à savoir il y a tout un écosystème, notamment autour de l'open source, et autour d'arriver à valoriser les données qui existent aujourd'hui en Europe, et dont on sait qu'elles sont trop peu valorisées, mais c'est vrai aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on sait que dans toutes les industries, à peu de choses près, les données qu'ont les entreprises, parce qu'ils ne veulent pas trop les partager, parce qu'ils ont l'impression de se faire voler la valeur, sont trop peu valorisées. Et donc, il y a un petit côté où chacun est comme le dragon du Hobbit, assis sur son tas d'or, en disant je le garde pour moi et comme ça je pourrais le valoriser, alors qu'on a besoin en partie de les mettre en commun. Les travaux qui ont été faits notamment par le MEDEF autour de ce qu'on appelle le Digital New Space, les Data Space européens, pour arriver à mettre en commun des données et arriver à créer des acteurs sur des produits en particulier. Il faut qu'on conclue avec Laurent. Voilà, le temps passe. Votre point de vue sur l'open source, c'est le choix que vous avez fait. Ça peut aider à l'Europe à ce sursaut? Oui, absolument. L'open source, c'est la capacité pour certaines entreprises de mettre gratuitement et librement les modèles à utilisation de tous les chercheurs et tout l'écosystème. C'est le choix de Meta. C'est-à-dire que quand on parle de l'AMA, quand Neila vous explique ce que fait le laboratoire à Paris et ailleurs, et notre modèle, il est gratuit et les développeurs peuvent l'utiliser gratuitement. C'est une grande chance, notamment pour l'Europe, notamment pour récupérer le retard dont on a parlé. Parce que l'open source, en mettant librement et gratuitement des grands modèles à disposition de l'économie, permet d'abord de disséminer plus vite ces modèles. Donc il y a une accélération qui a été observée notamment aux États-Unis. Permet ensuite l'adoption des technologies, parce qu'on parle de créer des écosystèmes nouveaux d'IA, mais il y a aussi l'adoption de l'écosystème industriel existant, qui est très important. Donc l'open source le permet. Et puis sur une IA de confiance que vous évoquiez, ça permet aussi à tous les développeurs de corriger les modèles qui sont mis en open source, de corriger potentiellement leurs biais, leurs vulnérabilités et leurs bugs. Donc ça a un effet extrêmement positif sur l'ensemble de la communauté. C'est le choix de Meta.
Et c'est le choix de Meta depuis longtemps, puisque toutes les découvertes du laboratoire, notamment parisien, ont été mises depuis 10 ans en open source. Donc ça, c'est une ligne très importante. Je pense que d'ailleurs, elle rassemble quelques entreprises, Mistral, dont on parle beaucoup, et aussi l'Europe. L'open source est une chance pour l'Europe et doit permettre justement de récupérer le retard s'il est récupérable, et est une chance aussi pour l'ensemble de la communauté. Bon, elles arrivent quand, les lunettes? Les lunettes, vous les avez, vous pouvez les acheter. Les lunettes complètes avec tout voilà, je sais que Philippe, vous voulez les lunettes avec l'assistant Meta AI. Ouais. Ben, écoutez, attendez un peu et faisons en sorte que la réglementation soit plus souple pour que l'ensemble des produits puissent être ouvertes dans l'ensemble du monde comme en Europe. Voilà. En tout cas, elles sont formidables, ces lunettes avec l'assistant. Donc, je vous encourage à les essayer. Puis après, à les acheter. C'est un beau cadeau de Noël. C'était la séquence publicitaire de Facebook. Il ne fonctionne pas en Europe, malheureusement, comme cadeau. Eh oui, mais pas encore. Mais une partie des fonctionnalités fonctionne très bien. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous. Encore.